Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, si la planète se soignait avec des mots, la France serait la championne du monde de la vertu écologique. Voici les mots des fonctionnaires de votre ministère. Pour souligner l'écart entre vos discours et vos actes, ils créent un comité de défense écologique. Ils ont pour votre politique des mots que vous auriez trouvés insupportables venant de nous. Laissez-moi donc ouvrir les guillemets. Inaction verbeuse. J'espère que les mots de vos fonctionnaires attachés à la cause écologique et dépourvus de moyens de mettre en cause une réelle politique écologiste vous feront réfléchir. Si vous ne changez pas d'attitude, vous vous condamnez à agir uniquement dans l'urgence. Le brevet des collèges a été déplacé du fait de la canicule. Mais que ferez-vous le jour où les périodes de canicule ne seront plus l'exception, mais la norme à cette époque de l'année? C'est d'actions urgentes, ambitieuses et résolues dont nous avons besoin. Monsieur le ministre, ce n'est pas en enlevant votre cravate, et vous l'avez d'ailleurs remis, que vous lutterez efficacement contre le changement climatique. Alors renouez-la, jetez-la par terre, tout le monde s'en moque, mais agissez. Arrêtez immédiatement votre politique de libre-échange à tout va, et en premier lieu le CETA, complètement archaïque, qui organise le grand déménagement du monde, mais surtout la fin du monde. Respectez votre promesse de sauver la ligne de train Perpignan-Rungis, qui va remettre 25 000 camions sur les routes par an. Ce train est d'ailleurs le symbole aujourd'hui de votre inaction criminelle, alors que déjà 67 000 personnes meurent chaque année prématurément de la pollution de l'air. Où est votre écologie d'action, Monsieur le ministre, pour empêcher l'artificialisation des terres, qui est un facteur aggravant du réchauffement climatique? Je suis en train de parler, Monsieur le ministre, merci. Aujourd'hui, des travaux ont commencé sur le site du Triangle de Gonesse en vue du projet inutile d'Europa City, un comble en ce jour de canicule. Le Haut Conseil pour le climat, mis en place par Emmanuel Macron lui-même, tire la sonnette d'alarme sur les insuffisances abyssales de votre politique. Fermez réellement les centrales à charbon plutôt que de contourner vos propres objectifs en laissant ouverte la possibilité que des centrales continuent à tourner après 2022. Ce serait plus efficace qu'un changement de tenue. Respectez vos engagements présidentiels en interdisant à la location les passoires énergétiques, alors que 3,5 millions de familles ont froid dans leur logement. L'inaction verbeuse, cela résume le présent projet de loi. Votre foi aveugle dans l'énergie nucléaire est réaffirmée, avec le refus de tenir les engagements de la loi de 2015 et le report de la réduction à 50% de production électrique d'origine nucléaire de 2025 à 2035. Vous ne faites d'ailleurs rien, et cela fait longtemps que nous vous interpellons sur la question, pour les sous-traitants qui s'occupent pourtant de 80% du secteur nucléaire. La semaine dernière, une pierre s'ajoute encore à l'édifice de la folie nucléariste. Le désastre de l'EPR se poursuit avec les soudures défectueuses. Le mythe du nucléaire pas cher et efficace s'effondre. 10 ans de retard et plus de 7 milliards de surcoût. L'énergie nucléaire est une énergie du passé. Vous en étiez d'ailleurs convaincu vous-même, Monsieur le ministre, qui souhaitiez, il y a à peine 3 ans, sortir de cette énergie à l'horizon 2050. Je vous ai remis, il y a de cela quelques mois, notre proposition de loi pour la sortie des énergies nucléaires bonnées et le passage aux 100% énergie renouvelable d'ici 2050. À étudier votre projet de loi, je crains que vous en ayez fait une lecture inattentive. Écologiquement, dans votre loi, le compte n'y est assurément pas. Votre politique énergétique se place sous le signe d'une continuité absurde à l'heure où c'est l'ensemble de notre matrice productive et des consommations énergétiques qui devraient être modifiées. Mais le compte n'y est pas. Vous avez salué, Monsieur le ministre, un amendement adoptant l'état d'urgence écologique et climatique. Nous sommes heureux que vous vous réjouissiez de l'inscription dans la loi d'une proposition que nous avons faite il y a plus d'un mois, relayant ainsi une demande du mouvement des jeunes pour le climat. Vous nous avez rejoints sur les mots, mais aucune trace d'une politique ambitieuse de planification écologique. Sans mesures supplémentaires, la France sera 11 points en deçà de son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Des objectifs, des mots, des postures, voilà à quoi se résume votre politique climatique. Les associations engagées dans la bataille écologique vous appellent à l'action et à la mise en œuvre des ambitions que vous prétendez avoir. Les fonctionnaires de votre ministère également, mais vous n'entendez rien ni personne. Cette loi dit au moins autant par ce qu'elle met en œuvre que par les sujets cruciaux qu'elle évite soigneusement de traiter. Rien sur la structure d'EDF, rien sur la mise en concession des barrages, rien enfin sur les subventions aux énergies fossiles. Rien sur les modes concrets de déploiement d'une transition énergétique réellement articulée à l'impérieuse nécessité de réduire notre consommation, d'améliorer l'efficacité énergétique et de passer aux 100% renouvelables. Si pour ces 3 aspects, vous continuez à faire une confiance aveugle au marché,
ne vous attendez pas à ce que vos politiques produisent les résultats escomptés. Le marché capitaliste est incapable de faire face aux défis écologiques pour la raison même qu'il ne cesse de produire les conditions de l'aggravation du changement climatique et de l'accélération de l'extinction des espèces. L'écologie de marché est, selon les niveaux de conscience de ceux qui la défendent, un mensonge ou une illusion. Comment penser en effet que Total ou General Electric puissent être guidés par autre chose que le profit? Total semble d'ailleurs plutôt intéressé par la grande réceptivité de certains députés à ces amendements déposés clé en main. Je voudrais insister sur l'un d'entre eux, porté par des députés de la majorité et repris sur un mode atténué par le gouvernement. Pour l'heure, EDF est dans l'obligation de laisser à disposition jusqu'à un quart de sa production à prix coûtant au secteur privé. Cette obligation est fixée par les dispositions européennes. Avouez que c'est tout de même un comble pour les partisans de la libéralisation du marché d'obliger l'un des producteurs à revendre à ses concurrents au coût de production. Cette situation n'a aucun sens, sinon celui de détruire avec méthode les restes du service public de l'énergie. Total et sa filiale Direct Énergie ne veulent pas s'arrêter là. Ils demandent donc, par la voix de certains députés, le doublement de cette part attribuée à ses concurrents par EDF elle-même. Mais pourquoi êtes-vous donc obligé de distordre ainsi le marché que vous prétendez libre? Pourquoi? Tout simplement car vos magnifiques raisonnements ne marchent pas et que le marché de l'énergie n'est pas fait pour être un marché dérégulé. Avant les entreprises publiques de l'énergie, les entreprises privées ne fournissaient pas certaines zones du territoire faute de rentabilité suffisante. J'aimerais bien que vous avertissiez sans détour les gilets jaunes des zones rurales de notre pays que vos manœuvres vont finir par mener au même résultat. À moyen terme, si vous supprimez le tarif régulé de l'énergie pour le gaz et l'électricité, c'est la porte ouverte à des prix différenciés sur tout le territoire. À ce moment-là, vous irez expliquer les miracles de la privatisation à ceux qui, dans les zones rurales, n'arrivent pas déjà à vivre de leur travail. Vous verrez si les gilets jaunes ne peuvent être de sortie qu'à l'automne, lorsque cet été, vous augmenterez encore les tarifs de l'électricité. Ces tarifs doivent augmenter pour que le tarif réglementé ne soit pas moins cher que celui du marché. Quelle idée géniale! Il serait tellement dommage en effet que les plus précaires de nos concitoyens puissent payer leurs factures d'électricité et de gaz, s'éclairer et se chauffer convenablement. La privatisation, c'est la mort de toute politique écologiste. Comment coordonner une politique de l'énergie si elle est laissée au privé? La libéralisation du marché de l'énergie est là pour bénéficier aux gros producteurs privés, rien de plus, rien de moins. Votre politique revient à confier la transition énergétique à Total et Suez. Inaction verbeuse, inaction dangereuse. Il en va de même pour la restructuration annuelle d'EDF. Le principe politique constant de ces dernières années tient à une formule: socialisation des pertes, privatisation des profits. Pour satisfaire aux exigences de la Commission, vous allez donc céder les filières rentables d'EDF au privé et laisser aux concitoyens le soin de combler chaque année le gouffre financier sans fond du nucléaire. Regardez aussi le scandale de l'usine de la Med, qui va tourner à partir de la déforestation en Indonésie. Où sont les objectifs climat évalués à l'aune très concrète de ce libre-échange que vous adorez? Cette liberté, c'est la mort. Le marché laissé à lui-même, c'est la destruction assurée. Votre passion pour le marché se retrouve dans ce texte de loi. Dans la mesure où aucun d'entre eux n'est efficace, vous ne cessez d'en créer des nouveaux. Le marché de l'énergie n'est pas écologique, créons un marché carbone. Le marché carbone est un échec total, qu'importe, créons un marché tout aussi inefficace de certificats d'économie d'énergie. Il ne suffit pas, ces effets sont ridicules, aucune importance. Développons le marché des certificats garantis d'origine énergie renouvelable. Cette course en avant est au moins aussi ridicule que pathétique. Ce libre-échange de l'électricité est absolument contraire au principe écologiste fondamental, celui du rapprochement entre les lieux de production et les lieux de consommation de l'énergie. Avec le mécanisme ouvert par ce dernier marché, vous pouvez acheter un certificat d'origine ENR, mais qui viendrait d'une entreprise espagnole ou polonaise. Voici les merveilles de l'abstraction capitaliste qui, toujours, dans l'agriculture comme dans la gestion de la biodiversité, dans la protection des mers comme dans les politiques énergétiques, nie avec la même obstination la réalité concrète des espaces où nous vivons. Rapprocher les sources de production énergétique des lieux de consommation, c'est permettre à notre système entier de devenir plus résilient vis-à-vis du changement climatique. Personne ne s'occupera du volet énergétique du problème écologique sans s'appuyer solidement sur la puissance publique. Nous avons besoin d'un service public de l'énergie unifié, capable de coordonner les grands moyens de production énergétique tout en laissant libres les petites entreprises ou les coopératives de production. Nous devons construire le service public de l'énergie qui, placé sous la tutelle du Haut Commissariat à la planification écologique, sera en mesure d'affronter réellement les défis qui sont les nôtres. Voici la perspective raisonnable que nous avons devant nous.
Vous êtes de côté de ceux qui nous dépouillent de la puissance publique, comme le montre votre attitude irresponsable sur les aéroports de Paris ou sur les barrages. Nous sommes du côté de la sûreté commune et de la préservation de notre force collective, je finis, face aux temps agités qui viennent. Inlassablement, contre les puissances de l'argent qui font le pari cynique de la fin de l'humanité, nous défendrons un futur plus heureux et de meilleures conditions de vie. Merci, mes chers collègues. La parole est à monsieur